Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. L'agriculture, l'un des piliers de l'économie africaine, nécessite une véritable réflexion pour répondre aux exigences de sécurité alimentaire des populations africaines. On s'étonne de savoir que l'Afrique représente un véritable grenier pour le monde et pourtant, les Africains, dans une grande majorité, sont victimes de malnutrition ou de famine. Forte croissance des populations, changement climatique, faiblesse du processus de transformation et de conservation des produits agricoles. Comment l'Afrique pourrait se relever? Comment réinventer le secteur agricole en Afrique? Franck Berthaud, éditorialiste à Entrepreneur in Africa, est avec nous pour partager ses propositions. Merci Bonjour d'être avec Stéphane. nous. Et aussi avec nous en studio ici, Maître Sidney Domoro. Vous êtes conseiller juridique, mais surtout fondateur associé au cabinet panafricain ADNA. Merci d'être avec nous. Merci Stéphane, bonjour. Alors, messieurs d'entre-deux-jeux, on le reconnaît tous, l'Afrique, le grenier du monde, mais victime de famine, de malnutrition. Ce paradoxe, comment est-ce que vous l'appréciez? Comment vous le jugez? Vous savez, il faut noter un progrès qui est assez favorable, qui est que la malnutrition, heureusement, diminue en Afrique. Mais vous avez raison, il y a encore beaucoup de gens malnutris, mal nourris en Afrique, et l'essentiel des personnes mal nourries sont en Afrique. Alors c'est un paradoxe effectivement parce que nous avons en Afrique un certain nombre de terres arables. Je pense même qu'en termes de possession des terres arables, l'Afrique est premier au niveau mondial. Mais le paradoxe peut-être s'expliquer sur plusieurs plans. Il y a déjà le fait qu'il faut investir massivement dans la technologie. On ne peut plus faire de l'agriculture comme nos grands-parents ou avec la daba, enfin, vous voyez. Donc il faut investir dans la technologie. Il faut beaucoup investir également dans les surfaces cultivées parce qu'il y a une multiplication de petites surfaces qui sont plus des surfaces d'exploitation de survie ou de survie entre guillemets communautaire que vraiment d'exploitation industrielle. Or, il faut arriver à industrialiser, à mon avis, l'agriculture. Et vous avez les questions de financement également, qui sont également des freins, si vous voulez, à l'émergence d'une agriculture industrialisée à grande échelle. Donc voilà, pour ne citer que ces exemples-là qui peuvent expliquer le paradoxe dont vous parlez, Stéphane. Alors ce paradoxe, Franck, au niveau d'Entrepreneur in Africa, vous avez fait des investigations, des travaux. C'est ça. Est-ce que ce paradoxe, il est véritablement, il est véridique, il est vérifié sur le terrain? Il est vérifié. Malheureusement, en ce moment, tous les aspects Covid, sans jeu de mots, masquent la réalité de la sécurité alimentaire, d'un côté. Ça, c'est une première chose qui est assez détestable. On est aujourd'hui, entre le mois de juin et d'août, a priori sur un risque qui va toucher 41 millions de personnes qui sont en situation de famine. Le PAM, qui est le programme alimentaire mondial, qui est la plus grosse organisation onusienne qui s'occupe de cette problématique, va investir cette année à peu près 139 milliards de dollars, ce qui est un record absolu. C'est 30% de plus en termes de besoins que l'année dernière. C'est un pic depuis 10 ans et c'est une vraie préoccupation. Donc il y a ce chiffre-là qui fait mal, qui n'est pas issu uniquement du Covid. C'est ce que vous l'avez rappelé en introduction, c'est dû au déplacement, au réchauffement climatique, c'est dû au conflit avant l'effet Covid et puis une montée des prix, etc. Donc ces gens-là qui ne peuvent pas se nourrir s'il n'y a pas le PAM, c'est très compliqué. Et puis d'un autre côté, il y a ces potentiels que rappelait Maître Domoro tout à l'heure, tout à fait absolus. 65% des terres arables dans le monde sont présentes sur le continent. L'agriculture, c'est à peu près 200 millions d'exploitations agricoles sur le continent. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi un problème d'échelle et de taille, c'est des petites exploitations. On parle souvent des grosses et des grands pays qui viennent acheter, ce qui peut poser un problème parfois ou des solutions surtout. L'agriculture, c'est 20% des emplois sur le continent, 20% du PIB sur le continent et 60% des emplois. Ça représente beaucoup d'argent. Le potentiel va tripler d'ici à 2030. Et le paradoxe, il s'explique surtout par un modèle économique qui est vraiment orienté vers l'investissement, de la transformation, de la productivité agricole, pour quitter ce qui se fait très bien à petite échelle. Mais quand on parle de food business, on parle de 300 milliards de dollars sur le continent. En 2030, ce sera 1 trillion, donc 1000 milliards de dollars. Pour passer de cette taille et tripler, il faut investir, il faut mettre de la technologie, ça peut aider. L'ABAD, on reviendra peut-être sur ça, s'y applique avec son programme 2015-2025 sur Nourrir l'Afrique. Donc voilà, ce paradoxe, il est en train de muter, il y a beaucoup de choses qui se passent et il faut cesser avec ça, quoi. Voilà. Alors on voit que ces politiques, généralement, les gouvernements sont souvent très indexés du fait des politiques agricoles mal orientées ou souvent sous-financées. Est-ce que c'est à l'État seul qu'incombe la charge
de superviser, de coordonner le développement de l'agriculture en Afrique? Bon, l'État est un acteur indéniable, certainement le principal, puisque c'est lui qui va déterminer la stratégie du pays, c'est lui qui va donner les moyens, notamment des moyens juridiques, réglementaires, faciliter le cadre. Mais il est évident que de plus en plus, l'État ne peut pas tout faire. Et c'est la raison pour laquelle les acteurs privés sont invités à prendre part au développement de l'agriculture, mais effectivement dans d'autres domaines. Et ces acteurs-là, souvent, viennent avec le financement. Et très souvent, ce qu'on constate, c'est que l'État met à disposition un cadre réglementaire, un cadre de promotion des investissements avec des régimes douaniers et fiscaux de faveur, pendant des années en tout cas, et ils disent aux acteurs privés, vous venez avec le financement, vous construisez, vous designez, vous construisez et vous exploitez. Et après une période d'exploitation, souvent, les actifs immobiliers reviennent à l'État. Donc c'est vraiment un partenariat qu'il faut trouver entre l'État et les acteurs privés afin de pouvoir donner vraiment cette impulsion nécessaire à l'éclosion d'une agro-industrie de taille continentale, si vous voulez. Alors, permettez-moi de rebondir dessus. Comment, justement, vous avez donné quelques pistes du cadre juridique, mais comment inciter le secteur privé réellement à s'investir quand on voit un peu le contexte, on m'a dit sécuritaire en Afrique, les données qu'on a? Effectivement. Pour inciter, en fait, l'investissement, c'est d'abord une question d'argent. Et je pense que Franck est bien placé pour connaître ces sujets-là. L'investisseur va venir investir, il va regarder son rendement, sa rentabilité. Et donc, si vous voulez attirer des investisseurs, il faut évidemment mettre en place des mesures sécuritaires, la sécurité évidemment physique, mais également juridique et judiciaire, qui va le rassurer. Il sait qu'en investissant, il pourra non seulement rapatrier, si c'est un investisseur international, évidemment, il pourra non seulement rapatrier ses fonds, ses bénéfices, mais que si demain il a un litige avec un fournisseur ou un client, il pourra effectivement de manière tout à fait normale devant un tribunal, avoir gain de cause s'il est flagrant qu'il a raison et qu'il n'y aura pas de problème au niveau de la justice. Et évidemment, s'assurer que ses salariés, ses actifs, ses installations industrielles soient protégées. Donc c'est un ensemble que l'État doit pouvoir offrir comme protection à l'investisseur. Lui assurer un retour sur investissement, lui assurer une sécurité juridique et judiciaire et lui assurer évidemment une sécurité physique. D'accord, Franck, vous voulez rebondir? C'est ça, la base, alors on est dans des économies a priori libérales, donc chacun joue sa part, c'est de l'interdépendance, il n'y a pas que le privé, que le public, etc. L'État est là pour fournir le cadre, c'est notamment très important sur les aspects fonciers, pour sécuriser l'aspect foncier, puisque tout part du sol quand on fait de l'agriculture, quel que soit l'endroit dans la chaîne des valeurs, il y a 18 blocs dans cette grande filière. La deuxième chose, c'est qu'il va garantir évidemment le droit et le cadre. Puis je pense qu'il n'y a pas que les États, parce qu'évidemment, si on fait 54 politiques agricoles dans un continent dont le commerce intra-agricole ne représente que 20%, donc les échanges de business entre pays africains, c'est que 20%. Si on compare ça par rapport aux États-Unis, on est plutôt à 50%, enfin les Amériques, on va dire. Et les pays d'Europe, c'est plutôt 67%. Donc la tendance est vraiment de passer à l'échelle à 50% de commerce intra-africain. C'est extrêmement important. Il n'y a pas que les exportations. Et je pense, on y reviendra peut-être, cette nouvelle zone de libre-échange va y aider beaucoup en termes de barrières douanières et non douanières, tarifaires et non tarifaires. Ça devient un business aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les exportations, c'est que 35 milliards de dollars d'exportation des productions. Ça peut être 100 milliards d'ici 2030. Donc il y a des vrais paliers. Il s'agit d'aligner les choses, peut-être aussi de raisonner davantage en région plutôt que d'attendre un seul bloc africain et d'y aller en échelle, en scale progressif. Ça fait du bien. Que la Côte d'Ivoire travaille un peu plus, c'est le cas avec le Ghana en ce moment sur l'initiative du cocoa. Pardon, du cacao. Donc il y a des choses comme ça qui se font à plusieurs pays qui sont intéressantes parce qu'il y a des logiques de transport aussi qui viennent, il y a des logiques de pluviométrie qui sont extrêmement importantes en termes de données pour la croissance agricole. Donc je crois que c'est un ensemble, il y a un vrai mouvement. La BAD aussi, en tant que bilatéral ou multilatéral,
a investi, je crois, sur un programme qui s'appelle Nourrir l'Afrique, à peu près 300 milliards de dollars entre 2015 et 2025. Ça a certainement dû être un peu stoppé l'année dernière à cause de ce qui s'est passé avec la Covid. Il y a besoin d'argent, hein. C'est de l'investissement, c'est beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup de retour sur investissement qui à la fois fait de l'emploi, fabrique de la croissance interne, sur des PIB qui représentent plus de 30 à 40% dans chaque pays dont on parle. C'est un commerce naturel. Il est temps que cette révolution, voire cette évolution verte, soit pas dans les mots, mais soit dans les faits, quoi. Alors justement, vous qui analysez les données économiques et mobilisez certains financements stratégiques, que représente aujourd'hui véritablement le secteur de l'agriculture en Afrique? D'un point de vue idéologique, déjà, je pense que ce secteur représente l'avenir. En réalité, représente le passé, le présent et l'avenir. L'agriculture est essentielle en termes de développement d'une société, d'une économie. Et en termes maintenant d'attraction des investissements, de ce que nous avons constaté malheureusement encore aujourd'hui, quand vous parlez d'attraction des investissements, l'agriculture n'est pas en première place. Vous avez les mines qui arrivent, vous avez d'autres types d'industries, mais pas forcément l'agro-industrie, l'immobilier, etc. Et l'agriculture arrive malheureusement à la queue, disons, du top 5. Et pourtant, c'est un secteur qui est non seulement essentiel, mais qui est rentable. Il suffit simplement d'y mettre les moyens à la fois en termes d'investissement, parce que c'est un secteur qui nécessite d'investir énormément d'argent non seulement sur les infrastructures, qu'elles soient de production agricole, mais qu'elles soient également de transformation, qu'elles soient de transport, de stockage, en termes d'énergie. Il y a énormément à faire. Mais aujourd'hui, il faut dire que dans les financements que nous voyons passer, parce qu'au cabinet, nous faisons beaucoup de financements, nous accompagnons à la fois les banques, mais aussi les emprunteurs. L'agriculture n'est pas, si vous voulez, à la place qu'elle devrait être, à mon avis. Mais il y a un mouvement qui est lancé, et comme disait Franck tout à l'heure, le High Five, donc les 5 priorités majeures de la BAD, au sein desquelles figure le Feed Africa, donc le Nourrir l'Afrique, qui est l'un des 5 High Five. Donc il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de choses à faire dans les années à venir. Et vous, au niveau de votre cabinet, comment est-ce que vous comptez attirer ces investisseurs? Vous avez une petite stratégie? Tout à fait, tout à fait. Notre stratégie repose essentiellement sur la promotion des agropoles. Parce qu'un agropole, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Si vous voulez, c'est un ensemble, une sorte de ville, de cité nouvelle dédiée à l'agriculture, au sein de laquelle vous allez avoir des installations d'habitation, des installations industrielles, des installations de recherche et développement, des installations de vie. C'est une ville, et donc il faut sécuriser le foncier, il faut sécuriser les contrats de construction, parce qu'il faut construire, il faut sécuriser les contrats d'approvisionnement, parfois d'exportation de matériel, sécuriser toute la partie solaire. En fait, il faut tout sécuriser, mais dans le cadre d'un espace restreint dédié au développement de l'agriculture. Et nous accompagnons les clients justement sur ce genre de problématiques pour la sécurisation du foncier, la sécurisation des autorisations administratives qu'il faut avoir, les négociations de financement, les négociations de contrats de partenariat, notamment d'importation d'équipements, et toute la chaîne en réalité, pour pouvoir parvenir à la construction de ces agropoles qui sont essentiels. D'accord. Et selon vous, comment le secteur agricole devrait être soutenu? Franck, là je m'adresse à vous, pour impulser une véritable transformation des produits et surtout leur conservation, parce que ça c'est un grand défi aussi. Alors ça veut dire qu'on quitte un petit peu le bloc de valeur qui est la production, et on va forcément monter dans la chaîne pour travailler sur la productivité agricole. Ça veut dire des semences, ça veut dire des engrais. Avec le bon côté, le mauvais côté de la partie engrais, on est dans un déficit par rapport à ce qui se passe dans les ratios d'autres pays, et en même temps, les engrais tuent certains sols. Donc il y a des arbitrages à faire, il y a des bons engrais, des mauvais engrais. Il y a pas mal de politiques nationales en ce moment qui intègrent des grands opérateurs, notamment marocains, qui viennent en soutien à des politiques nationales. Je pense au riz, ça s'est signé il n'y a pas tellement longtemps l'année dernière, notamment en Côte d'Ivoire, où on peut devenir tout à fait autonome. Et je crois qu'il faut y aller par filière aussi. On a souvent tendance à rêver trop grand.
C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'éléphant blanc. Donc des fois, il vaut mieux aussi commencer par des petits bouts de l'échelle, faire la valeur de test, parce que les investisseurs ont besoin de données. Ils ont besoin de garanties, ils ont besoin de collatéral. C'est pas très compliqué finalement d'obtenir du financement, mais il faut faire la valeur du projet. Et quand on arrive avec des nouveaux projets, c'est vrai qu'il faut mieux rassurer les choses. Donc le fait de faire des tests permet de montrer le résultat, puis ensuite on monte à l'échelle. Il y a des spécialistes de ce financement, que ce soit dans les fonds d'investissement ou au niveau des bailleurs dont on parlait et des institutions financières au niveau mondial ou au niveau africain. Et puis après, il faut utiliser les technologies. C'est aussi une façon, comme on l'a fait dans d'autres secteurs du numérique, des télécoms et des moyens de paiement, une façon tout à fait simple et naturelle de rattraper un soi-disant retard, d'aligner aussi les modèles économiques par rapport à la taille des entreprises. Une start-up, ce n'est pas un grand groupe industriel qui a déjà fait ses preuves dans d'autres pays. Il y a de la place pour tout le monde, c'est des écosystèmes à favoriser, comme le disait Maître Domoro. Les agropoles, c'est des choses assez intéressantes, qui sont de l'infrastructure qui concentre toute une série d'activités. On va créer cette synergie. On va créer aussi l'environnement, c'est l'origine de la Silicon Valley, un État qui crée des conditions favorables et qui vont réunir chercheurs, industriels, universitaires, entrepreneurs et proposer ce cadre-là. Le fait de le réserver à une filière comme cette filière agricole, c'est excellent. Il y a des projets en Côte d'Ivoire qui sont encore à l'état de projet ou d'annonce. On en parlait en 2015 avec le projet Bélier Yamoussoukro, on en parlait aussi dans des annonces sur Korogo. C'est possible, ça coûte au départ à peu près 100 millions de dollars pour commencer à mettre le premier socle, puis après on monte à l'échelle. Mais c'est intéressant parce que c'est toujours un retour sur investissement, que ce soit par rapport au transfert de formation, il n'y a pas que de la technologie. Et puis ces technologies-là, on est dans le bon créneau là, depuis 2 ans, depuis 2019, ça explose. Ce qu'on appelle les AgTech, donc le fait de mettre de la technologie dans l'agriculture, en français plutôt agritech. C'est des choses qui marchent à tous les niveaux, dans l'eau, au niveau de l'irrigation. Il y a 2 grandes familles, il y a plein de blocs. Il y a la famille qui vient protéger les cultures et les intrants, puis il y a la famille qui vient mettre de la technologie alimentaire un peu plus haut sur la production de biscuits, sur la production de produits transformés. On manque d'industrialisation et il faut considérer cette chaîne agricole jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la production de produits semi-finis ou de produits finis. Il n'y a pas de raison que là encore, on réexporte des choses qu'on va acheter au supermarché plus tard, alors que ça vient d'ici. Et justement, réexporter des produits qui sortent de chez nous, là c'est une question qui me vient toute faite comme ça. Quand on parle de transformation, normalement à ce stade, avec tout ce qui est fait pour industrialiser l'agriculture africaine, on doit arriver à un stade de transformation où le café ou le cacao, par exemple, que la Côte d'Ivoire produit, le Ghana produit, les populations devraient avoir ces produits-là à bas coût. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que le produit est juste exporté, il est transformé ailleurs et il revient encore ici à un coût beaucoup plus important. Comment est-ce que vous analysez cette chaîne ou qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Vous avez complètement raison. Au cabinet, nous accompagnons l'un des 2 leaders mondiaux de la transformation de fèves de cacao en cacao. Dont un est présent en Côte d'Ivoire. Et donc sa présence ne date pas de très longtemps, elle est assez récente. Donc c'est aussi un mouvement. C'est un mouvement parce que il y a également les habitudes de consommation qu'il faut peut-être aussi aiguiller. Disons que je ne suis pas sûr que dans nos pays, la consommation du cacao, du chocolat particulièrement, soit à un niveau qui, peut-être en termes d'études de marché, justifie l'implantation d'une usine. Mais après, vous me direz, il ne faut pas voir les choses d'un point de vue purement national. Il faut les voir au niveau au moins sous-régional, voire continental. Et là, avec notamment la zone de libre-échange africaine, continentale, vous allez avoir effectivement une stratégie de repositionnement de certains acteurs sur le continent pour pouvoir plus facilement ensuite, avec des produits made in Africa, pouvoir les exporter plus facilement au niveau continental. Et donc vous allez avoir un afflux, je dirais, assez important d'acteurs, d'industriels qui vont s'installer, qu'ils soient internationaux ou locaux, qui vont s'installer dans la transformation pour pouvoir boucler cette chaîne de valeur dont parlait M. Berthaud, afin de pouvoir ensuite profiter de tous les avantages de cette zone de libre-échange
qui va leur permettre d'exporter depuis Abidjan en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Maroc, en Algérie, enfin dans toute l'Afrique très, très, très facilement. Et on parle de technologie, on parle d'infrastructure. Tous ces gros matériels qui vont servir à ce déploiement technologique, est-ce que sur le continent africain même, on est prêt? Il y a des sites de transformation, je veux dire, de ces machines et autres, ou bien en quoi il va falloir se tourner vers l'Occident, importer toutes ces machines? Tout est prêt. Il n'y a plus ces frontières descendantes, ascendantes. On est dans un marché complètement global. Alors après, avec des contraintes, on dit toujours qu'être entrepreneur en Afrique, c'est quand même plus sportif, on va dire, qu'être entrepreneur en France, en Suisse, etc. Même si le métier ou la vocation d'entrepreneur est toujours à double facette du risque et de l'opportunité. Mais il n'y a pas besoin non plus de grosses infrastructures. Il y a beaucoup de modélisation industrielle qui aujourd'hui s'opère avec des conteneurs. Il n'est pas dit que quand on est dans la NACARD, il faille toujours investir 4 ou 5 milliards, c'est à peu près le chiffre en Côte d'Ivoire. Souvent, quand on regarde les dossiers, c'est 4 ou 5 milliards de francs CFA qui sont demandés. Si on réduit la surface, on réduit le coût. Si on monte en vertical, on réduit le coût. Si on regarde un peu plus la semi-transformation, parce qu'on peut très bien apporter et assembler, on peut très bien se réunir à plusieurs usines ou dans une agropole pour assembler des machines qui de toute façon viennent à peu près tous du même endroit, notamment d'Asie, et puis de faire du semi-assemblage. Ça fait de la valeur pour tout le monde, ça crée du transfert pour tout le monde, ça crée de la fidélisation pour tout le monde, parce que ce qui est important dans l'investissement, c'est le long terme, c'est pas les à-coups. Et puis après, au début de la chaîne ou en fin de chaîne, on est quand même dans une ère de dématérialisation. Dans une partie de l'agriculture, on a besoin de données uniquement. On a besoin de données sur la pluie, on a besoin de données sur des semences, on a besoin de données parce qu'on va repérer avec un drone qu'il y a un endroit, il y a des terres qui nécessitent plus de fertilité ou qui ont besoin de plus d'irrigation. Ça existe déjà, ça coûte pas cher. Il y a des modèles alors, qui viennent aujourd'hui un peu plus, on va le dire, du Nigeria et du Kenya, pour faire extrêmement simple. Quand on parle d'agtech ou d'agritech, il y a eu un pic après 2019, c'est valable pour l'ensemble de la partie VC, Venture Capital, sur le continent africain, sur les startups, mais sur le segment uniquement de la partie agricole, il y a beaucoup de choses qui se font. 2019, c'était la première fois qu'on dépassait la barre des 400 deals, 400 transactions faites en termes d'investissement dans des startups supérieures à 500 000 $ d'investissement par projet. Il y a plein de petites choses qui se passent dans des modèles extrêmement simples et sans faire de pub. Au Kenya, je crois, une marque qui s'appelle Hello Tractor, qui n'est pas apparemment un concentré de technologie, mais qui, face à un agriculteur qui ne peut pas se payer un tracteur et qui a besoin de ça, va adresser un modèle de leasing et de location avec des tracteurs uniquement faits pour ces petites exploitations. Je rappelle qu'il y a 200 millions d'exploitations. Donc ça veut dire 85% sont des petites exploitations familiales. C'est là où il y a du business. C'est là aussi où il y a de la connectivité à mettre, parce que la plupart ne sont pas connectés au téléphone, ou en tout cas pas sur des smartphones. Et Microsoft et d'autres l'ont très bien compris, puisqu'ils sont en train de travailler sur des programmes de connectivité, des marketplaces pour échanger des informations, pour obtenir des données, pour transférer les cours entre ce qui s'achète à l'extérieur ou dans le pays voisin et ce qui se fait en bord-champ. Toutes ces petites choses-là font qu'il y a tout un mouvement qui fait qu'au niveau de la capillarité sur le terrain, forcément les grands vont avoir un petit peu honte de dire « mais attendez, il se passe des choses chez les jeunes, il se passe des choses sur le terrain, on n'est pas prêt ». Et à un moment, les chaînes se rencontrent. Les grands peuvent travailler avec les petits, ça s'appelle de l'open innovation. Chacun va céder. Il y en a un qui a l'échelle et la surface, il y en a un autre qui a les idées. Et ça c'est en train de s'opérer. Donc ce n'est pas quelque chose qui est une fatalité. Il y a plein de mutations en ce moment qui s'opèrent. Je crois aussi que ce distanciel vécu ou bien vécu ou pas, obligé ou pas, que provoque cette Covid 2019 va infléchir aussi de nouvelles approches. Après, la Terre, ça reste la Terre, hein. Mais il y a plein d'opportunités qui sont en train de se passer, et je trouve que c'est moins consommateur d'infrastructures, même si à un certain moment, oui, vous avez raison, il faut des gros investissements. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de se regrouper et faire du collectif plutôt que de travailler chacun dans son coin. Alors tout à l'heure, vous parliez aussi de données numériques et autres, toutes ces initiatives technologiques qui ont été impulsées surtout avec la Covid tout dernièrement. Comment est-ce que ces initiatives devraient être accompagnées, devraient être développées pour vraiment impacter notre agriculture? Je pense que, si vous voulez, quand on parle d'entrepreneuriat, notamment dans le secteur agricole, encore une fois, l'entrepreneur,
c'est une personne qui développe une idée, qui la met en œuvre pour avoir en face un retour sur investissement. Donc l'un des accompagnements du point de vue de l'État, c'est l'accompagnement d'un point de vue juridique, réglementaire. Et je ne dis pas parce que je suis juriste, mais c'est vrai que la réglementation est parfois clé dans le succès des opérations, parce que cela vous facilite les choses. Prenez par exemple un cas si on doit faire un PPP, c'est-à-dire un partenariat public-privé, pour attirer des investissements dans le secteur de l'agriculture. Si la partie autorisation, permis est déjà acquise, c'est-à-dire que l'État crée une société à qui on donne déjà l'essentiel des permis et qu'ensuite on dise, voilà, cette société qui va s'occuper, je ne sais pas, de l'agropole dans telle zone, a déjà toutes les autorisations et maintenant on veut inviter l'acteur privé. L'acteur privé va venir beaucoup plus facilement parce qu'il sait qu'il n'a pas toute la tracasserie administrative à traverser. Et on sait que parfois ça peut être assez difficile. Donc il y a cet accompagnement réglementaire qui est important, et également sur l'aspect fiscal, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, je crée de la valeur, mais combien me reste à moi entrepreneur ou à moi investisseur? Évidemment, il faut partager cette valeur-là, et le partage doit être suffisamment incitatif pour que l'investisseur sache qu'il a un TRI, donc un taux de rendement interne, en gros un taux de rentabilité qui sont intéressants, qui lui permettent d'investir davantage ou même d'accroître ses investissements. Donc il y a plusieurs niveaux d'accompagnement, à la fois de l'État, mais également de l'écosystème, notamment financier et des banques, qui doivent aussi mieux comprendre l'importance du secteur agricole, avec ses risques, évidemment, et réussir à les adresser. Il est difficile de comprendre que dans un pays qui soit un pays dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture, il n'y a pas une banque de financement de l'agriculture qui soit un succès. Ce qu'on constate même, c'est qu'elles sont en difficulté. La principale est en difficulté. Et c'est difficile à expliquer. Je rappelle, Maître Sidney Domoro, vous êtes conseiller juridique et fondateur associé au cabinet panafricain ADNA. Merci d'avoir été avec nous. Et M. Franck Berthaud, éditorialiste au magazine Entrepreneur in Africa. Merci en tout cas pour vos contributions. Mesdames et messieurs, c'est ici que ce numéro de votre magazine Éco-Débat prend fin. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.